simple au plus dur, très progressivement. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on en fasse des baselines. Parce que pour l'instant, ce test, il est tout neuf. Et il faut absolument qu'on ait, qu'on ait vraiment quelque chose de stéréotypé, totalement planifié. Tout le monde, que ce soit en foot, en rugby, en handball, en basket, et pas que pour les commotions, on le verra tout à l'heure, qu'on ait vraiment des séances qui soient totalement stéréotypées, qui soient bien programmées. Et si on pouvait les faire en baseline, ce serait encore mieux parce que ça permettrait justement, comme je l'ai fait avec le NeuroTracker, dans certains clubs, d'avoir des baseline tests et de permettre de vérifier si justement la personne qui faisait telle et telle étape en tel temps, avec des performances qui peuvent être quantifiées, juste après la commotion, en combien de temps elle le fait, ce qui permettrait de voir justement l'importance de l'atteinte. Ce serait un outil supplémentaire dans l'évaluation de l'importance de l'atteinte. Moi, je pense que c'est vraiment très pertinent. Voilà. D'accord. Donc, comme vous avez dit, déjà vous préconise qu'après une commotion, il y a un temps de repos, mais pas trop, parce que déjà de bouger ou faire une activité physique peut amener ou aider ce fameux retour. Complètement. Donc, on peut imaginer donc du coup de rajouter un travail cognitif et physique pour avoir autant d'impact sur le cerveau. Si on parle de neuroplasticité du cerveau, ce travail cognitif peut ramener un petit plus, si on peut dire comme ça, à la rééducation de joueurs ou l'athlète impacté. Et complètement. Avant qu'on fasse tous ces tests et toutes les baselines qu'on faisait, qu'on a mis en place avec Alexis Savigny au Stade Français il y a longtemps, en fait, lui, il avait une manière de voir que si vraiment le joueur avait été commotionné, il lui faisait le lundi, il lui fait faire un cardio intense, quoi. Et on voyait comment il réagissait. Est-ce que ça lui donnait mal à la tête? Est-ce que ça aggravait ses maux de tête? Est-ce qu'il avait envie de vomir ou pas? Et donc, c'était un bon élément qui montrait bien que justement, si le cerveau réagissait pas bien, c'est que vraiment, il y avait une commotion qui était problématique, donc il fallait vraiment tenir compte. Et quand moi, par exemple, je fais le NeuroTracker à 48 heures et que les gens, quand ils voient les boules dans tous les sens aller de plus en plus vite, au bout de la troisième séance, ils ont mal à la tête, ils ont des troubles visuels, ça montre bien qu'intellectuellement aussi, la commotion, elle est problématique et absolument respecter un repos qui n'est pas un repos strict au lit, qui est un repos tranquille, on ne travaille pas, on ne fait pas d'activité physique si ce n'est un peu de marche et un peu on peut se déplacer, on peut lire un petit peu, mais pas d'écran, on essaie d'être le plus cool possible et petit à petit on va pouvoir mettre en place des séances de sport, on peut peut-être regarder un peu plus les écrans, mais tout doit être progressif. Et l'intérêt de Catch and Think, c'est qu'aussi on peut tout à fait avoir des séances très progressive, quoi. La première étape est extrêmement simple et en fait génère pas normalement de symptômes, alors que les autres étapes nécessitent de reprendre beaucoup plus progressivement, quoi. D'accord. Donc, moi, j'avais sûrement quelques commotions. Je n'étais jamais KO forcément ou diagnostiqué avec une commotion. Thomas, peut-être tu étais aussi dans une situation comme ça. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, c'est qu'après une grande commotion, un athlète ou un joueur peut avoir même du mal juste à lier une couleur sous le ballon avec un geste. Parce qu'il fait appel à des fonctions cognitives, ce qu'on a dit, le processus mentaux qu'il faut voir. Donc, ça paraît peut-être très simple de juste lier une couleur à un geste, mais est-ce que pour un joueur commotionné, ça peut devenir une tâche complexe? Exactement, parce que on est déjà dans le multitâche. On est déjà dans et en fait, plus on a de tâches à effectuer, et plus c'est compliqué, parce qu'on considère que le lobe frontal est touché après une commotion, pas toujours, mais de temps en temps. La commotion, elle est très protéiforme. Il y a des moments, il y a des troubles cognitifs, d'autres moments, il y a des troubles visuels, d'autres moments, il y a des troubles, des vertiges. Donc, c'est très différent. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plein d'outils différents. Et l'intérêt aussi de Catch and Think, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect cognitif, il y a aussi l'aspect moteur. Il y a l'aspect des déplacements qu'on peut avoir. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des éléments vertigineux, il y a un problème aussi. Moi, il m'arrive parfois d'évaluer les gens avec des tests cognitifs et voir qu'ils sont très bien, les joueurs. Mais par contre, ils ont des troubles vertigineux, ils ont des sensations où ils ne se sentent pas bien quand ils sont debout. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois mettre en évidence des difficultés cognitives, comme on peut mettre aussi en évidence des difficultés motrices, des difficultés de coordination avec ça. D'accord. Oui, c'est ce qu'on a essayé, ce que peut-être, dans ce qu'on a essayé de faire avec Catch and Think, c'est aussi d'avoir un baseline où on teste ces différentes capacités, donc un peu de mouvement aussi,
et tester. Et donc, en fait, ce qu'on a imaginé, c'est que si on n'arrive à pas passer un palier dans la méthode catch hunting, donc on peut peut-être de l'extérieur regarder un athlète en disant il a l'heure en forme, mais finalement, son cerveau, il n'a pas eu peut-être totalement le temps de récupérer. Et donc, au travers de petites consignes tout simples qui sont toujours en progression sous le terme de difficulté, on peut aussi, encore une fois, avoir un outil supplémentaire pour dire on va rester plutôt sur une étape de notre protocole commotion avant d'avancer sur les prochaines ou jusqu'à le niveau baseline où ça nous permet, entre guillemets, avec bien sûr un avis médical, de retour au jeu. Mais ça correspond à quand on fait la préparation physique après une commotion, on a différentes étapes. Et ce qui est préconisé, c'est on fait la première étape. Si tout se passe bien, le lendemain ou sur le lendemain, on passe à la seconde étape. Mais si par exemple, lors de la seconde étape, il y a une apparition ou une réapparition de symptômes comme le mal de tête, une fatigue, des nausées, on arrête tout de suite. Et le lendemain, on repasse à l'étape sous-jacente. Donc on peut tout à fait envisager la même chose avec Catch and Think. Okay. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi sur les blessures de longue durée, mais je suppose que ça peut être similaire pour les commotions. C'est que si notre cerveau ne fonctionne pas correctement, moi, j'aime bien aussi imaginer que le cerveau est quelque part déconnecté parce que les informations qui passent dans notre cerveau, les circuits neuronaux sont potentiellement, qui sont impactés ou abîmés. Est-ce que, j'ai oublié un petit peu comment je voulais dire ça. Comme c'est déconnecté, de reconnecter ces neurones peut aussi éviter une blessure quand on revient sur le terrain. Parce que comme le cerveau ne fonctionne pas correctement, est-ce qu'on peut encourir un risque pour avoir une autre commotion ou peut-être une autre blessure comme notre cerveau est le centre de tout ce qu'on fait, est-ce que ça peut être aussi quelque chose à considérer? Ouais, c'est des hypothèses. Après, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que quoi qu'il arrive, il y a une plasticité cérébrale et qu'après après une commotion, il y a en effet les phénomènes inflammatoires. Il peut y avoir un dysfonctionnement cérébral. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui sont un peu plus désinhibées, qui sont hypoactives, d'autres qui sont un peu hyperactives? Et le fait de faire une rééducation physique permet justement à développer probablement des connexions entre des zones qui sont en souffrance ou des zones qui sont en souffrance qui sont un peu trop muettes. Et ben, il y a d'autres zones qui vont prendre le relais. Et donc, on estime qu'en faisant de la rééducation, ça va permettre à des zones de prendre le relais, probablement grâce aux différents réseaux synaptiques, quoi. D'accord, ok. On crée des nouvelles synapses, quoi. Je pense. On crée des nouvelles synapses, qui est lié à la neuroplasticité. Exactement. Voilà. D'accord. Une question aussi, peut-être pas bête, mais si on passe sur les différentes étapes avec un athlète qui suit peut-être un entraînement cognitif progressif, est-il possible aussi d'identifier qu'il a un temps de réaction plus lent après une commotion, qu'il a du mal à se rappeler aussi bien la couleur que le geste? Est-ce qu'il y a d'autres indices physiques qu'on puisse apercevoir si on donne un entraînement cognitif à un athlète qui a subi une commotion? Moi, je pense que les deux choses, c'est si on a une baseline, par exemple, et on se dit, bah voilà, par rapport à la baseline, il est quand même lent. D'habitude, il passe très vite de telle à telle étape, et notamment quand il fait l'étape ultime, il l'a fait en tant de temps, et là, il met beaucoup plus de temps à y parvenir. Donc, on a des éléments qui permettent de juger. Soit carrément, on va faire une étude sur une cinquantaine de patients après commotion, et on se rend compte qu'ils ont tel signe, telle difficulté. Et après, on pourra juger, on dira, bah, lui, il est particulièrement lent. Parce qu'en fait, ce qu'on devrait voir, c'est qu'on devrait voir les athlètes de haut niveau, normalement. Ils devraient être, et puis, meilleurs ils sont, et plus ils réaliseront les tests de manière assez extraordinaire, quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'un athlète de haut niveau, top 14 ou international, il va super vite comprendre la tâche à réaliser et il va la faire super rapidement. Il aura des tests qui nous permettront de dire, ah ouais, lui, c'est pas un hasard, il est très haut niveau, c'est normal. Il a des habilités cognitives exceptionnelles, quoi. Donc, selon le niveau, on saura à peu près, selon le niveau du jeu, du joueur, on saura un peu à quoi s'attendre, je pense. D'accord, ok. Bon, Dr. Sherman, je pense que je vais préparer quelques questions et vous avez super bien répondu à presque tout ce que je voulais demander.
Et donc, c'était juste, voilà, pour finir, on a le protocole actuel qui est sur aussi un mode progressif et qu'on pense que une méthode, au moins avec un entraînement cognitif, peut être pertinent de rajouter dans le protocole actuel et rajouter à des outils, des différents outils qui sont actuellement disponibles pour les joueurs. Je pense qu'il y en a certains qui sont impactés par des commotions et qui sont à la recherche, mais pour un staff médical ou pour des préparateurs physiques, d'avoir plusieurs outils, c'est toujours bien d'essayer au mieux de soigner des joueurs. Mais l'évaluation, en plus des commotions, elle nécessite pas mal d'éléments, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Là, ça va permettre aux kinés, aux préparateurs physiques qui vont bien maîtriser cette technique, de nous informer. C'est-à-dire que c'est vrai que le joueur peut dire, bah tiens, là j'ai des symptômes qui persistent, mais il y a des joueurs qui vont pas vous dire que les symptômes persistent parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de rejouer. Mais si on se trouve, il peut apparaître que justement le préparateur physique ou le kiné va trouver que les tests sont pas aussi bons que d'habitude, ou que justement par rapport à l'habitude qu'il a justement du test, eh ben celui-là, franchement, il s'attendait à ce qu'il ait des tests beaucoup plus performants, quoi. Donc ça nous fera un indicateur supplémentaire. On a besoin d'indicateurs, en tout cas. D'accord, OK. Donc, juste pour finir, je vous propose que je vous partage un call écran. On a eu Thomas qui nous a aidé avec toutes les vidéos qu'on va utiliser. Donc, Thomas, il a testé quand même tous les différents niveaux avec tous les différents ballons. Je vous propose juste de montrer un petit extrait qui est un peu en vitesse avancée de notre, on va dire, ce qu'on a utilisé pour les différentes étapes. Vous allez juste avoir un aperçu de comment on utilise les plots et un ballon. Donc, je me permets de juste faire un petit partage d'écran à nouveau. Dites-moi si vous êtes bien sous l'écran. Est-ce que vous voyez bien la vidéo de Thomas?